Dimanche 2 février au cœur de l'histoire. Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale consacrée aux commémorations des 80 ans de la libération de Colmar. Une cérémonie militaire va débuter dans quelques instants place Rapp au cœur de la ville en présence d'Emmanuel Macron. Cérémonie que l'on va suivre et commenter avec nos invités en plateau. Bonjour à tous. Frédéric Naudufour, vous êtes historienne responsable de la politique mémorielle du Grand Est. Lieutenant-colonel Jean Bourcard, vous êtes historien de l'armée de terre et membre du groupement de soutien de Strasbourg. Et puis Jean Klinkers, vous êtes délégué général du Souvenir français du Haut-Rhin. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Et puis nous ne sommes pas tout seuls puisque nous sommes avec nos journalistes sur le terrain. Stéphanie Malauran est en direct du parc des expositions de Colmar où il se passe plein de choses depuis 48 heures. Stéphanie va tout nous dire dans quelques instants. Louis Belin, lui, est du côté de Houssen. Houssen, petite commune au nord de Colmar, qui a bien sûr connu ces terribles combats de la poche de Colmar. On y reviendra. Et Géraldine Dreyer est justement place Rapp pour suivre minute par minute les événements protocolaires. Alors, il y a du monde sur cette place. Géraldine, on va tout de suite venir vers vous. Cette cérémonie est l'occasion de se souvenir, de rendre hommage aussi aux vétérans. Ils sont présents aujourd'hui. Effectivement, Marie, bonjour à vous, bonjour à tous. Ces vétérans sont présents, mais ils ne sont plus qu'au nombre de deux, un centenaire et un presque centenaire. À leur côté, une résistante qui avait 13 ans à l'époque de la libération, et puis quelques grands témoins qui étaient, eux, enfants, en ce 2 février 1945. On est aujourd'hui 80 ans, jour pour jour, après l'entrée des troupes ici sur cette place Rapp à Colmar. Il y a pas moins de 300 soldats qui sont présents. Évidemment, le 15-2 de Colmar est représenté, également le 1er régiment de chasseurs parachutistes et aussi des représentants d'une division d'infanterie des États-Unis, puisque les Américains effectivement étaient énormément nombreux pour libérer Colmar. Le président de la République est attendu pour 11h30 pour une cérémonie qui sera très protocolaire évidemment, revue des troupes, dépôt de gerbes. La maîtrise de Colmar est là pour chanter l'hymne américain et la Marseillaise. Une cérémonie qui est suivie par 3000 personnes qui se sont inscrites ici à Colmar pour suivre cette cérémonie sur la place Rapp. Les applaudissements que vous entendez là sont ceux de la fin du discours d'Éric Stroman qui vient de s'exprimer. Merci beaucoup Géraldine. Alors Frédéric Naudufour, cette cérémonie à Colmar, elle vient clore le cycle mémoriel dédié aux commémorations de la libération de la France et elle est importante parce que cette bataille de Colmar a été cruciale pour la libération de l'Alsace. C'est une bataille cruciale que l'on va commémorer aujourd'hui, mais qui ne marque pas tout à fait quand même la fin ni du cycle ni de la guerre. Parce qu'il faut rappeler que les combats en Alsace vont perdurer et que la dernière commune, Scheibenhardt en Alsace, est libérée le 19 mars. Donc il y a encore de très rudes combats qui vont se dérouler notamment en Alsace du Nord. Et puis n'oublions pas que ces unités engagées dans la libération de la poche de Colmar, elles vont continuer leur chemin, notamment de l'autre côté du Rhin, que ce soit la 2e DB ou la 1re armée, et que leurs combats ne sont pas terminés, loin s'en faut, jusqu'au 8 mai 1945. Cette bataille de Colmar, Jean Bourcard, elle est considérée comme l'une des plus meurtrières après celle de Normandie. Et pourtant, on en parle peu. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Il est toujours intéressant de replacer les éléments dans son contexte géographique et historique. Donc la géographie, c'est évidemment l'histoire de l'Alsace, bien entendu. Et puis, c'est aussi cette histoire vaste et compliquée de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a tendance, en effet, à arrêter avec la libération de la capitale, Paris, le 25 août 1944, alors que, comme ça a été dit précédemment, les combats continuent bien au-delà. Alors, je voudrais qu'on se replonge assez rapidement en 1944. Mulhouse a été libérée le 21 novembre, Strasbourg le 23 novembre, mais il reste des poches de résistance allemande, notamment à Colmar. Cette poche sera attaquée le 20 janvier 1945 par les Alliés. On va y revenir en images avec ce reportage de Louis Belin, Nicolas Meyer, Bernard Stemmer et Vincent Lemiel. Regardez. La bataille de la poche de Colmar, elle commence le 20 janvier 1945. Le plan du général Delattre est audacieux, repasser à l'offensive alors même que le front allié est fragilisé. Au nord de la poche, les Allemands viennent de reprendre du terrain et menacent Strasbourg une fois de plus. Les Américains, avec l'attaque des Allemands dans les Ardennes, ont été obligés de retirer des troupes du front pour les envoyer plus haut. Et donc des troupes comme la 1re division France Libre ont dû être envoyées en urgence sur le secteur de Strasbourg pour protéger la ville et empêcher les Allemands de revenir.
La surprise des Allemands est complète. Les Alliés veulent percer la poche de tous les côtés, déborder Colmar par l'est, rallier Neuf-Brisach et passer le Rhin. Par moins 20 degrés, avec plus de 50 cm de neige et des mines partout, souvent indétectables, les Alliés au sud prennent Cernay, Kingersheim et veulent rejoindre Ensisheim. Certains officiers conseillent d'attendre le beau temps. Pas question pour le général de Lattre. Il y a eu énormément de pieds gelés à un moment donné. Quand on ne quitte pas ses chaussures pendant 2-3 jours, ça arrive, les pieds gèlent plus facilement. Plus au nord, le 2e corps d'armée français avance, soutenu par les Américains. Un apport logistique et en artillerie décisif qui permettent aux soldats de passer l'île, au nord-est de Colmar. Les combats, violents, durent près d'une semaine autour de Jepsheim et Grussenheim, un village libéré notamment par les blindés du 501e régiment de chars de combat. Leur objectif, c'est de créer le choc et la rupture du front. Accompagnés de l'infanterie, du génie et de l'artillerie de la 2e division blindée, ils sont bien sûr utilisés pour percer le front et percer les défenses allemandes au cours des combats de la campagne d'Alsace. Ces seuls combats blessent ou tuent près de 1000 soldats alliés. Le plan du général de Lattre fonctionne, il a enfin obtenu les renforts qu'il demandait depuis des semaines et le 1er février 1945, les Alliés encerclent Colmar. Ils prennent la ville le lendemain sans difficulté, après des combats sporadiques. Et donc vous imaginez bien que quand toute la population apprend l'arrivée des troupes et en plus des Français, c'est la liesse et tout le monde sort pour justement voir ces libérateurs. C'est vraiment la délivrance et après 4 années de répression et de souffrance. Avant de mettre le cap sur le Rhin, il faut garantir les prises et le 4 février, les 3 corps d'armée alliés se rejoignent enfin à Rouffach. Henri Hérold avait 12 ans à la Libération. Il n'y avait pas de grosse défense parce que les plaintes sont arrivés. On les a vus arriver, nous, les gamins. Alors, voilà, il n'y avait pas de bataille. Les quelques Allemands sont rentrés. Ouais. Au total, il aura fallu près de 400 000 hommes pour repousser les Allemands de l'autre côté du Rhin. La bataille de la Poche de Colmar s'achève le 9 février 1945, signant le crépuscule de l'Allemagne nazie. Jean Bourcard, on vient de voir ces images de soldats dans la neige, allongés dans la neige. Les conditions météo à l'époque étaient terribles. Oui, tout à fait, puisque la plupart de ces troupes appartiennent à ce qu'on appelle l'armée d'Afrique et ont combattu précédemment, soit en Afrique du Nord, soit en Italie. Ont débarqué, comme on le sait, le 15 août 1944 sur les plages de Provence, donc par un grand soleil, mais plus ils vont avancer vers le nord, très rapidement d'ailleurs pour libérer les différentes villes, entre Lyon, Montélimar et autres, plus ils vont retrouver les conditions difficiles qui sont celles en général de l'automne et surtout de l'hiver. Et malheureusement aussi pour ces combattants, à partir de décembre, les conditions climatiques vont vraiment se dégrader progressivement. On est sur du moins 20, voire moins 50 aussi par endroit. Alors on sera dans les hauteurs, on avoisinera les moins 25 degrés. Dans la plaine, on est effectivement au mois de janvier notamment, aux alentours de moins 10, moins 15 degrés, avec des équipements qui sont peu ou très, très faiblement adaptés à des unités qui ne sont pas des unités de montagne. Et du côté allié. Qui gèle aussi, enfin, ça complique beaucoup, ça a compliqué considérabablement ces combats. Voilà, d'où une explication, après on y reviendra certainement, sur la manœuvre générale des Alliés en Alsace et notamment dans cette partie de l'Alsace, de la Haute-Alsace. Tout à fait, on y reviendra. Frédéric Neudufour, il y avait une forte dimension politique, symbolique de l'Alsace à l'époque. Les Français voulaient reconquérir leurs terres, mais les Allemands se sentaient chez eux et ils voulaient reprendre Strasbourg. Oui, en fait, on a 2 volontés farouches qui vont s'opposer. En effet, pour la France du général de Gaulle, la reprise de l'Alsace, c'est un symbole fort, puisque c'est un territoire qui a été annexé. Mais pour les nazis, c'est également un enjeu extraordinairement important dont Hitler va se préoccuper personnellement, puisque, aux yeux des Allemands, c'est une terre allemande, c'est une terre du Troisième Reich, et c'est également le dernier bastion avant la pénétration des troupes alliées sur le territoire allemand. Donc on a 2 volontés farouches qui s'opposent, et on va très bien voir que ni d'un côté ni de l'autre, personne ne veut céder. Et Hitler va mettre dans la bataille ses derniers moyens. L'Allemagne est acculée à la défaite. Et néanmoins, Hitler va constituer un commandement spécial, le commandement Oberrhein, qui va confier à son plus fidèle commandant, donc le Himmler, le commandant de la SS, et il va lui donner tous les moyens pour défendre cette Alsace, y compris avec des moyens civils, avec la levée en masse obligatoire des Alsaciens pour ériger des obstacles, creuser des tranchées. C'est ce qu'on appelait le Volkssturm.
et espérant que ça va suffire à bloquer les Alliés et à reprendre Strasbourg, ce qui a failli être le cas au tournant de l'année 44-45. Voilà, justement, on va y revenir parce que cette poche de Colmar sera liquidée après 3 semaines de combat, mais il y avait déjà eu une première offensive le 5 décembre 44. Le général Delattre, à la tête de la première armée, a sous ses ordres des troupes françaises et américaines. C'est une première. On va voir quelles étaient les forces en présence à l'époque et les dates clés à retenir avec Michael Martin. Allez, on rembobine. Souvenez-vous, les Alliés débarquent en Normandie et en Provence en juin et en août 1944 et approchent de l'Alsace au mois de novembre. On se souvient du village de Sépois-le-Bas comme le premier village alsacien libéré par les Alliés. C'était le 19 novembre 1944. Suivent très vite Mulhouse le 21 et puis Strasbourg le 23 novembre. À ce moment-là, la première armée allemande est repoussée au nord du Bas-Rhin, tandis que la 19e armée, elle, est prise en tenaille entre Sélestat et Mulhouse. C'est donc bien ce qu'on appelle la poche de Colmar. On est début décembre et à ce moment-là, le général Delattre de Tassigny, qui commande la première armée française ainsi que des unités américaines, tarde à donner l'ordre de foncer sur Colmar. Et dans ce laps de temps, les Allemands envoient des renforts. Au total, ce sont 60 à 80 000 soldats qui vont défendre cette zone et mener des contre-offensives. Les combats sont violents et quotidiens tout au long du front, notamment du côté de Mulhouse, de Colmar et sur les crêtes vosgiennes, si bien que les Français, les Alliés, vont mettre en pause leur offensive, faute de soldats et de munitions. L'offensive, elle reprendra le 20 janvier dans des conditions météorologiques extrêmes et il faudra 10 jours pour faire craquer le dispositif allemand de tous les côtés. Colmar sera libéré le 2 février, Rouffach le 4 et donc le 9 février, les Allemands seront repoussés définitivement de l'autre côté du Rhin à l'est. C'est le début de la fin pour l'armée allemande. Elle compte 460 000 hommes sur son front ouest, 7 fois moins que les troupes alliées qui avancent. Jean Bourcard, il y a cette question que l'histoire retient. Pourquoi le général Delattre n'y est pas allé tout de suite, juste après la libération de Strasbourg? Pourquoi il n'a pas engagé ses troupes immédiatement? Alors c'est vrai que c'est un débat qui anime les historiens ou qui anime la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a plusieurs facteurs, bien évidemment. Tout d'abord, il y a un facteur temps, on l'a évoqué, un facteur météo, un facteur logistique. Dans un environnement international qui est aussi compliqué, le général Delattre de Tassigny est chef de la première armée, mais il ne commande pas l'ensemble des armées. Il est soumis à un général chef américain au sein du 6e groupe américain. Donc, à un moment donné, au mois de novembre, lorsqu'il va décider finalement de geler un peu sa manœuvre, il lui manque un certain nombre de moyens et il lui manque aussi peut-être un certain nombre d'informations ou de liberté d'action pour mener son action, je dirais, plein nord et au-delà jusqu'à Strasbourg. Parce que finalement, cette poche de Colmar, que l'on voit aujourd'hui sous une forme de poire, n'est qu'une concentration d'unités allemandes, d'unités ennemies, et qui va se renforcer progressivement parce que la manœuvre générale des Alliés est ainsi faite. Donc il y a plusieurs possibilités. Alors après, on peut rentrer, sans l'être complètement dans la tête des différents chefs, quelles sont les options de fond d'un général Delattre de Tassigny, quelles sont les options de fond d'un général Eisenhower, qui est le chef suprême allié, qui a d'autres objectifs. Tout à fait. C'était pas l'Alsace, son objectif premier. Hein. Donc c'est peut-être un peu ça qu'il faut rappeler lorsqu'on rappelle les choses par le haut. Alors ça peut être un peu complexe et on n'a pas forcément le temps. Il a fallu se battre pour que les Américains restent engagés sur ce front. Voilà, donc c'est toute une succession. De Gaulle a œuvré exactement. En ce sens. Et puis n'oublions pas que les troupes, notamment de la première armée, sont engagées depuis longtemps et pas uniquement depuis le débarquement du 15 août en Provence. Donc ces unités qui sont aussi fatiguées, humainement, le matériel souffre aussi, les équipements ne sont pas forcément adaptés, donc lancer des hommes, quels qu'ils soient et quelle que soit leur qualité ou leur unité d'appartenance, ça devenait difficile. Est compliqué. Bien sûr. Alors on va tout de suite prendre la direction de Houssen où nous attend Louis Belin. Louis, c'est une journée de commémoration qui se déroule à Houssen. Dans quelle ambiance ?
Eh bien Marie, ça s'anime ici depuis 10 heures. Vous voyez derrière moi déjà un public assez nombreux. Au niveau de ce camp de soldats américains reconstitués, plus d'une centaine de reconstituants sont éparpillés à travers tout le village pour faire revivre au public la libération. Des reconstituants comme vous, Olivier, vous incarnez un soldat de la 36e division d'infanterie américaine. Avec vos camarades, vous avez même passé la nuit dans cette tente au pied du clocher. Racontez-nous un petit peu. Oui, bonjour. Donc Olivier, vice-président de l'association US Army Group of Alsace. Donc hier soir, on a fait un peu de campement au froid, mais bon, c'est pas comme à l'époque. Donc c'était supportable, comme on a un poêle à bois chauffant comme à l'époque. Et sinon, avec notre association de reconstitueurs, on rénove les anciens véhicules qui ont servi pendant la guerre. On expose le matériel, on fait un devoir de mémoire surtout, c'est ce qui est très important. Et on parraine également, comme on représente la 36e division US des États-Unis, donc on parraine 10 soldats américains qui ont combattu en 1944 dans les Vosges, 10 soldats de la 36e division qui sont enterrés à Dinozay. Donc, votre présence à vous, elle a un sens aussi personnel, familial. Tout à fait, puisque mon grand-père, Paul Laché, le père de ma mère, à l'époque a guidé les troupes américaines au travers de la forêt de Guimard, d'Ostheim, et il les a guidés vers Colmar, pour aller justement combattre vers la poche de Colmar. Merci. Voilà. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Voilà Marie, un programme très riche tout le week-end ici à Houssen, avec des reconstitutions bien sûr, mais aussi des animations autour du code Morse par exemple, la présence assez exceptionnelle d'une machine Enigma. Il n'en reste plus que 50 dans le monde, et puis même des tours de Jeep pour le public. Merci beaucoup Louis, et on reviendra vers vous tout à l'heure. Jean Klinkert, 80 ans après, les villages de la poche de Colmar sont pleins de vie, on le voit, se souviennent, mais il faut rappeler le martyre de la population civile qui a subi des bombardements terribles. Oui, alors peut-être vous dire que ces animations autour du 80e anniversaire sont un réel succès, avec une adhésion formidable de la population en direction d'une mémoire que je qualifierais à la fois de vivante et d'apaisée. Et comme vous le dites, les populations de la poche de Colmar, et notamment des villages viticoles et de la plaine, ont terriblement souffert, puisque des villages comme Benvir, Hammerschwir, Sigolsheim, il en restait peut-être 10 ou 15% du patrimoine bâti. Et en vis-à-vis des souffrances sous les bombardements, rappeler aussi que les femmes et les enfants qui étaient restés sur place... Tout à fait, étaient en première ligne aussi, je dirais. Étaient en première ligne, assuraient la vie quotidienne, alors que les hommes soit étaient au combat, soit emprisonnés, voire en déportation en Allemagne. C'est important d'en parler parce que finalement, c'est vrai qu'on en parle assez peu, notamment lors de ces commémorations militaires, de ces femmes qui étaient là aussi. Oui, qui ont assuré ensuite la vie quotidienne, alors que les hommes étaient au front et étaient aujourd'hui, ou sont aujourd'hui, les héros de cette situation. Et donc, je tenais à rendre aussi cet hommage aux femmes et aux enfants de l'époque. Mais vous faites bien. Lieutenant-colonel Bourcarin, à 2 millions d'obus tombés en 3 semaines, ça paraît énorme. Oui, alors c'est un peu l'image d'une saturation. Alors, lorsqu'on parle d'une saturation d'un champ de bataille, c'est vrai que les duels d'artillerie sont très violents, dans des conditions très compliquées. Donc c'est aussi une manière de rendre hommage aux combattants, quel que soit le camp, pour mettre en œuvre tout ce matériel dans des conditions extrêmes, de jour comme de nuit, avec des effets évidemment terribles sur les militaires qui se battent, ou du moins qui attendent et qui sont en poste, mais aussi bien évidemment sur la population civile, celle du moins qui n'a pas eu le temps ou la possibilité de fuir et qui se terre dans les caves de ces différents villages alsaciens. Alors on va aller refaire un tour du côté de la place Rapp où Géraldine Dreyer va suivre cette cérémonie militaire. Géraldine, le président est attendu d'une minute à l'autre.
Effectivement, il est attendu d'ici un quart d'heure a priori. On vient de me dire qu'il a atterri il y a 2 minutes à l'aéroport de Colmar-Houssen. Donc effectivement, son arrivée est imminente. 3000 personnes sont là dans un silence assez impressionnant, j'ai envie de vous dire. On attend parce que là, un film a été projeté. Le maire de Colmar s'est exprimé. Et puis maintenant, eh bien, tout le monde attend ce grand moment de la cérémonie officielle. Donc le président est attendu dans quelques minutes. Il y aura évidemment, comme pour toute cérémonie officielle, quelque chose de très cadré, de très protocolaire, avec revue des troupes, avec la Marseillaise, avec minute de silence, pour rendre hommage aux hommes, aux femmes, aux libérateurs de cette ville de Colmar, de cette poche de Colmar, et c'était il y a 80 ans. Et en attendant, ce sont les associations qui font vivre les commémorations, notamment au Parc des Expositions de Colmar, où l'on va retrouver Stéphanie Malauran. Stéphanie, il se passe plein de choses autour de vous, hein. Oh oui, on est comme dans un film, Marie, franchement, comme si on y était il y a 80 ans. En tout cas, ici, ça s'appelle d'ailleurs le Salon de la Libération, dans ce parc des expositions de Colmar. Alors, il y a des professionnels et des amateurs, des professionnels comme, il y a des sociétés d'histoire, des musées mémoriels, il y a même des représentants des forces militaires. Et puis surtout, il y a ces associations de reconstitution historique qui viennent de toute la France. Par exemple, là, nous sommes chez les Bourguignons. Alors, ils ont reconstitué à la fois un campement militaire et puis aussi un maquis avec des résistants français qui attendent, qui se battent. Et je suis avec Hervé Charles. Alors lui, vous êtes, bonjour, vous êtes soldat militaire aujourd'hui, mais vous connaissez tous les campements. On connaît tous les campements et donc là vous avez une reconstitution de scènes d'époque qu'on pouvait trouver dans le maquis avec machine à écrire, valisette de transmission, renéotype pour les polycopiers et puis tout ce qui était nécessaire à la vie sur le terrain, dans les forêts, dans les maquis. Il faut insister sur le fait que c'est du matériel qui existait vraiment, c'est du vrai matériel. C'est du vrai matériel, il y a très peu de copies, tout est d'époque, tout est d'origine. Très bien. Eh bien, je vous remercie. On va se retrouver tout à l'heure. Il y a une 50aine de stands ici. On va les écumer petit à petit. À tout à l'heure. Frédéric Naudufour, c'est génial de voir ces animations. Oui, c'est formidable. Ça montre un engouement, une volonté de se trouver au plus près de l'histoire. Même si la limite de l'exercice, c'est qu'on peut reconstituer tout ce qu'on veut, jamais on n'arrivera à sentir la terreur, l'oppression. On parlait des obus. Tout ça est inreconstituable en réalité. Mais néanmoins, ça montre le lien qui reste vivant. Il y a beaucoup de descendants. On entendait tout à l'heure cette personne qui était de ce monsieur dont le grand-père avait lui-même été un combattant. Et ce sont souvent ces descendants qui transmettent l'histoire. On parlait tout à l'heure des victimes civiles et j'ai eu l'occasion de parler avec une femme qui s'appelle Marie-Louise et qui est la nièce d'une autre Marie-Louise qui s'appelait Marie-Louise Schneider et qui, lors des combats de la poche de Colmar à Witternheim, elle était toute jeune et elle a été victime d'un éclat d'obus justement, en allant chercher des pommes de terre pour nourrir sa famille. Et les Allemands qui étaient encore dans la localité l'ont emmenée pour la soigner. Elle est morte en chemin et sa famille n'a appris son décès que bien des semaines après. Voilà, ce sont des histoires comme ça. Et sa nièce, qui est née quelques années plus tard, a été nommée Marie-Louise en souvenir de cette petite fille décédée. Donc tous ces gens-là, ils sont là pour tisser du lien. Et ce genre de commémoration, de manière officielle, il vient les appuyer et il vient créer cette espèce de dynamisme entre les générations qui est important. Et ce lien de transmission, absolument. Alors, on voit ce public qui attend, placera plus de 3000 personnes réunies pour assister à cette cérémonie militaire qui débutera dans quelques minutes maintenant en présence, on l'a dit, d'Emmanuel Macron. Je voudrais qu'on aille sur un lieu symbolique des combats acharnés de la poche de Colmar, un haut lieu de mémoire. Il s'agit de la nécropole de Sigolsheim. Sigolsheim, à quelques kilomètres de Colmar, village martyr, on en parlait. Un cimetière militaire y a vu le jour en 1965. Je vous propose d'y aller avec Loïc Schaeffer et Nicolas Meyer. Les Allemands l'avaient surnommé Blutberg, la montagne du sang. Aimé Hauptmann avait 6 ans lorsque les combats faisaient rage sur cette colline et au cœur de Sigolsheim. Il est aujourd'hui la mémoire vivante de son village qui fut presque entièrement détruit à l'époque. Les souvenirs qui me restent, c'est bien sûr le bruit de bataille, les échanges, des moments intenses où les échanges
artillerie était puissante. Bien sûr, Sigolsheim a été pris et repris. Les Américains sont venus jusque dans la cave, ils nous ont distribué des chewing-gums et des cigarettes. Et puis, mais comme ça n'était pas définitif, ces moments-là, à un moment donné, quelques heures après, les Américains n'étaient plus là. Les Américains libèrent finalement la commune fin décembre 1944. La nécropole, elle, a été érigée en l'honneur de la première armée française. 1600 corps de soldats débarqués en Provence et morts au cours de la bataille d'Alsace. La moitié des stèles sont musulmanes. Ce sont les tombes des soldats de la première armée française qui est l'ancienne armée coloniale d'Afrique. Au moment du débarquement, la première armée française comptait 82% de soldats africains. Des troupes souvent oubliées qui ont pourtant connu en Alsace les mêmes conditions effroyables que les autres. Moins 20 degrés, un équipement souvent minimaliste. La nécropole, autrefois champ de bataille, rappelle le courage de ces hommes. C'est la colline qui s'avance le plus dans la plaine. C'est pour ça aussi que les Allemands se sont battus. Et c'est pour ça aussi que les Alliés ont mis beaucoup d'efforts pour conquérir cette colline à cause de l'abus qu'on a ici. Un site stratégique devenu un lieu de mémoire idéal pour mesurer la valeur de la paix qui règne sur la plaine d'Alsace depuis 80 ans. Voilà pour la nécropole de Sigolsheim. Alors, lieutenant-colonel Jean Bourcard, les troupes coloniales, on vient de l'entendre, ont joué un rôle primordial dans cette bataille. Oui, alors ce qui est souvent intéressant de rappeler, c'est que cette armée coloniale fait partie d'une armée plus large qui est aussi celle de l'armée d'Afrique. Et il y a parfois des confusions, puisque cette armée d'Afrique est composée à l'origine essentiellement de métropolitains. C'est l'histoire de la conquête de l'Algérie, où ces troupes africaines, je mets des guillemets, sont constituées. Et en revanche, il existe une subdivision qui existe encore aujourd'hui par des régiments présents, que l'on appelait, alors ça a changé dans les époques, armée coloniale, troupes de marine. Aujourd'hui, on parle de nouveau troupes de marine, mais ces régiments à l'époque portent l'appellation coloniale, en particulier au sein d'une des divisions du général de la Tassigny, la 9e division d'infanterie coloniale. Donc de manière plus large, c'est vrai que ces unités viennent de l'Afrique à 80%, comme ça a été dit, pour partie par des métropolitains, en particulier dans l'encadrement, mais aussi dans des troupes venant soit de l'Afrique subsaharienne, soit de l'Afrique maghrébine, avec un mélange que l'on retrouve dans certaines spécificités au sein des grandes unités. J'ai cité la 9e division d'infanterie coloniale, mais on pourrait aussi citer la 2e division d'infanterie marocaine, qui est clairement identifiée, et puis d'autres unités que l'on retrouve alors, sous la forme de tirailleurs, et là, qui ne sont pas forcément des tirailleurs sénégalais. Enfin, voilà, il y a une complexité parfois dans le langage qui trompe un peu les uns les autres, mais en tout cas, c'est bien une armée d'Afrique telle qu'elle est constituée à partir de 1942, en particulier par le travail d'un certain général Weygand, d'un général Giraud, et qui sera engagé en Italie avant d'être engagé sur les plages de Provence et donc en Alsace. Donc c'est un long cheminement. Un long cheminement avec un rôle important. Et pourtant, à l'hiver 44, 15 000 à 20 000 tirailleurs sont retirés de l'armée française par l'état-major pour une opération de blanchiment initiée par les Américains. Oui, alors là aussi, en remettant les choses dans le contexte, c'est une demande faite par les Américains lorsque l'armée française est reconstituée en Afrique du Nord, en particulier dans les unités blindées, ce qui sera une question assez forte, notamment pour le général Leclerc, où les Américains demandent est-ce qu'il n'y ait pas de troupes noires dans les unités combattantes, et en particulier dans les unités blindées. Alors ça, c'est une demande initiale qui sera progressivement prise en compte ou pas, parce que, évidemment, pas d'hommes, pas d'armée, et un des problèmes majeurs pour les Français, c'est d'être présents, y compris d'un point de vue politique, d'être présents avec des hommes, sous la bannière tricolore, donc à la rigueur, peu importe leur provenance. Et il y a en effet une dimension blanchiment des troupes, comme on le dira, mais il y a aussi un élément qui est très important, c'est l'amalgame. Il faut trouver d'autres troupes, et ce sont les jeunes FFI, les jeunes résistants, qui prendront la place progressivement dans certaines unités, pas toutes, de ces unités africaines, qu'elles soient coloniales ou indigènes, comme on disait à l'époque. Alors on va tout de suite, Frédéric Naude-Dufour, on reviendra vers vous après, on va tout de suite aller place Rapp, puisque le président Emmanuel Macron vient d'arriver pour débuter une cérémonie militaire dite classique. Qu'est-ce que ça veut dire, une cérémonie militaire classique ?
Alors je laisse ce terme à celui qui l'a prononcé de manière très simple, c'est que vu les usages... Regardez là, on va juste, excusez-moi, je vous coupe, on va juste regarder ces images du président qui salue les élus locaux, notamment Brigitte Klinkert, Éric Stroman, le maire de la ville, on n'a pas pu l'entendre tout à l'heure, Bruno Fuchs également, Olivier Becht. Voilà, donc lieutenant-colonel Jean Bourcard, cérémonie militaire classique. Oui, donc selon les règles et puis les honneurs dus au président de la République, chef des armées. Donc le protocole est, je dirais, quelque part immuable. Il est adapté bien évidemment en fonction de la dimension historique, mémorielle et géographique. Mais on y reviendra certainement. Tout est très codifié, en particulier par un détachement d'honneur qui est normé à chaque fois pour le chef des armées. Tout à fait. Avec sur place donc 300 soldats présents, membres des unités libératrices et héritières de la tradition, dont le 152e régiment d'infanterie de Colmar, régiment ô combien symbolique. Oui, ô combien symbolique dans l'ordre de bataille de l'armée française, mais aussi ô combien symbolique pour les Alsaciens en particulier, et puis les Colmariens, puisque ce régiment a été créé sous la Révolution, mais a tenu garnison pendant très longtemps en Alsace, alors que ce soit à Gérardmer et puis ensuite, après la Première Guerre mondiale, à Colmar. Et c'est toute cette portée symbolique de sa présence aujourd'hui, c'est qu'en 1944-45, surtout, il revient dans sa garnison après avoir disparu dans les combats de 40-42 et reconstitué progressivement grâce notamment aux maquis et aux résistants. Alors le président, donc on le voit, s'attarde avec les élus. Il va procéder à la revue des troupes dans quelques instants. Il y a aussi présent le 1er régiment de chasseurs parachutistes, la 3e division d'infanterie des États-Unis, une division venue de Géorgie qui a reçu la Croix de guerre pour sa participation au combat de la poche de Colmar. Elle est importante, Frédéric Naudufour, cette présence américaine aujourd'hui. La présence américaine est importante aujourd'hui. Elle l'est sans doute d'autant plus dans le contexte géopolitique et diplomatique auquel on assiste, avec une volonté des États-Unis actuellement de se retirer de tous les organismes multilatéraux et de toutes les alliances. Et là, ça vient nous rappeler quand même le rôle essentiel qu'a été l'intervention américaine dans cette Seconde Guerre à partir de décembre 1941, et sans laquelle, en dépit de tout l'engagement des Français libres et des résistants, la libération du territoire eût été très difficile. Oui. Et puis le sacrifice des Américains qu'on a rappelé, on a cité le cimetière de Sigolsheim, mais citons le cimetière de Saint-Avold, où sont enterrés près de 10 000 Américains qui sont tombés dans ces combats de la libération de l'Est. Donc c'est vraiment fondamental qu'ils soient présents aujourd'hui. Et donc on voit Emmanuel Macron qui va procéder à la revue des troupes. Cérémonie qui débute donc. Emmanuel Macron le précise, qui est accompagné par la secrétaire d'État chargée des anciens combattants et de la mémoire, Patricia Miralles. Et les États-Unis sont représentés non pas par l'ambassadeur, mais par le chargé d'affaires de l'ambassade.
Voilà pour cette revue des troupes et pour la Marseillaise. Le président qui va maintenant procéder à un dépôt de gerbes. Emmanuel Macron qui n'a pas prévu de prendre la parole. Il ne devrait pas non plus y avoir de rencontre avec le public. L'Élysée qui précise que le président s'est déjà exprimé à Strasbourg en novembre dernier. Vous l'avez vécu avec nous, cette cérémonie, Frédéric Naudufour et Jean Bourcard. Cette visite qui s'inscrit donc dans la lignée de celle de Strasbourg. Jean Bourcard, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les troupes que nous voyons à l'écran ? Donc là, l'ensemble des troupes est commandé par le chef de corps du 152e régiment d'infanterie de Colmar, dit le 15-2, avec un détachement important de l'équivalent d'une compagnie, à peu près une cinquantaine d'hommes. Et puis ensuite, un certain nombre de détachements qui sont représentés au titre de leur présence en Alsace ou au titre de leur participation à la Seconde Guerre mondiale. On a évoqué tout à l'heure le 1er régiment de chasseurs parachutistes. On évoque aussi la Légion étrangère, avec la présence du 1er régiment étranger de cavalerie. Et puis, sous d'ailleurs la présence du commandant de la Légion étrangère, le général Youtchenko, et enfin un certain nombre d'unités qui appartiennent aujourd'hui à la 7e brigade blindée. Donc on parle beaucoup en Alsace de la 2e brigade blindée. Il y a une autre brigade sœur, la 7e brigade blindée, dont l'état-major est à Besançon. Et puis on retrouve aussi des détachements qui viennent du 68e régiment d'artillerie de la Valbonne, qui est héritier des régiments d'artillerie d'Afrique. Enfin, on retrouve aussi des détachements plus symboliques mais importants, quelques officiers élèves de Saint-Cyr, quelques officiers élèves également de l'école du commissariat, des unités venant du Centre national d'entraînement commando, héritier du 11e choc, qui a joué un rôle important aussi dans les opérations de la libération. Donc l'ensemble représente à peu près une dizaine d'unités françaises, plus, ça a été rappelé tout à l'heure, des unités qui symbolisent et rappellent cette présence de la 3e division américaine, qui non seulement était présente en 1944-45 dans les combats de la libération d'Alsace, mais rappelons-le, qui a joué un rôle aussi très important en France dès 1918, parce que cette division participait déjà à la libération de la France, notamment dans les combats de la Marne en juillet 1918, dont son surnom d'ailleurs, le Rocher de la Marne, ou le Rock-Marne, comme on dit pour certains. Voilà donc pour les forces en présence, je dirais. Ce moment, cette revue des troupes, c'est évidemment un moment très solennel. Oui, c'est très solennel, c'est très codifié, c'est très solennel et ça permet à tout à chacun, que l'on soit acteur militaire ou acteur civil, de marquer un temps de respect, d'où justement la posture des militaires qui sont au garde à vous, au présenté armes, ou la posture des civils qui sont debout et qui se décoiffent en principe, au moins pour les hommes, au moment de la Marseillaise. Donc c'est quelque chose de très codifié, mais de très important visuellement en fait. Bon. Alors, le président donc qui procède au dépôt de gerbes devant un monument éphémère. C'est une plaque financée par la mission Libération, car la ville, ça peut paraître étonnant, mais n'avait pas jusque-là de monument spécifique dédié à la Libération. C'est une plaque qui représente la croix de guerre, reçue le 30 juin 1948 par la ville, pour honorer les colmariens qui ont résisté jusqu'au dernier moment, qui ont accueilli aussi en liesse les Alliés, Jean Klinkert. Oui, bien sûr. Ils ont pris des risques. Il y avait encore des tireurs allemands. Et il y a à Colmar une place du 2 février avec différentes plaques mémorielles. Et je crois qu'il est important de rappeler aussi que le 2 février correspond à la date anniversaire de la naissance du maréchal Jean de Latte de Tassigny, le 2 février 1889. Alors on va laisser vivre un petit peu cette cérémonie avec la sonnerie aux morts et puis une minute de silence qui va lui succéder.
américain qui débute, entonné par la maîtrise de Colmar. 72 enfants sont présents pour représenter cette maîtrise. Voilà pour cette Marseillaise et cet hymne américain entonné par la maîtrise de Colmar. Que c'est émouvant, hein. Je ne sais pas vous, moi j'en ai des frissons. Que c'est émouvant aussi de voir ces visages d'enfants qui entonnent l'hymne national. Frédéric Noddufour. Oui, et puis L'arrangement était magnifique, cette espèce de canon et ces plusieurs voix. Et puis ça nous rappelle que les cérémonies, elles sont conçues pour rendre hommage aux morts. C'est la raison de la présence des officiels, des générations. Mais c'est aussi un moment de formation citoyenne. Ça inscrit également ces jeunes enfants dans un ensemble qui est une nation, qui est un pays, qui a des valeurs, les valeurs de la République. Et l'hymne national, c'est un des emblèmes de cette nation. Donc c'est aussi un moyen de transmettre tout cela. Alors cette question de la transmission à la jeunesse, elle est évidemment primordiale, Jean Klinkert, parce qu'on l'a beaucoup dit pendant les cérémonies commémoratives de Normandie, de Paris, de Strasbourg. Les derniers grands témoins sont en train de disparaître. Comment fera-t-on à l'avenir ?
Oui, très justement. En fait, le souvenir français s'implique fortement dans cette transmission mémorielle, puisque sur un centenaire, on passe du souvenir à la mémoire et aujourd'hui à l'histoire. Et donc, la ville de Colmar a donné l'exemple vendredi, en réunissant 800 jeunes issus des différents établissements primaires de Colmar pour une célébration, on va dire, à la hauteur des enfants et qui puisse être ainsi relayée au niveau familial. Et le souvenir français prend par exemple l'initiative, vendredi qui vient, 7 février, à Saint-Amarin, en réunissant 500 enfants aussi. Et je vous coupe, Jean Klinkert, parce que Emmanuel Macron rend hommage actuellement aux anciens combattants. Il y a 2 vétérans qui sont présents sur la place Rapp aujourd'hui. Alors là, il salue les porte-drapeaux qui jouent aussi un rôle essentiel dans les cérémonies pour leur donner tout leur apparat et puis pour aussi porter la tradition des régiments dont les emblèmes figurent sur les drapeaux. Et il prend un peu le temps de discuter avec chacun d'entre eux. Et donc, au titre du souvenir français, sont présents le drapeau du souvenir de français de Colmar, avec la cravate Rhin et Danube, sur laquelle je reviendrai, et aussi le drapeau de l'amicale des anciens de la 5e division blindée. Et donc, les couleurs de Rhin et Danube, c'est-à-dire le rouge et le vert, sont les couleurs de la ville de Colmar, et l'emblème de Rhin et Danube, la massue d'Hercule, fait aussi partie du blason de la ville. Le souvenir français étant l'héritier des traditions de la première armée française. Tout à fait. Merci pour ce rappel historique, Jean Klinkert. Emmanuel Macron qui va donc aller à la rencontre des vétérans. On a vu les porte-drapeaux. Il n'a pas prévu de remettre de décoration aux vétérans, comme en Normandie ou à Strasbourg. Est-ce qu'il faut le regretter ? Alors, je ne sais pas comment a été organisée la cérémonie. Je ne sais pas quelles décorations ont déjà également ces vétérans. Ça, ce serait la question. L'un d'eux a déjà été fait chevalier de la Légion d'honneur, effectivement. Voilà. Et c'est vrai que on sent bien que c'est les dernières occasions de le faire. On l'a vu lors de la cérémonie de Strasbourg, à quel point c'était un moment extraordinairement émouvant de voir ces anciens se faire remettre une décoration par le président de la République. Et on peut aussi regretter que cette reconnaissance arrive si tardivement. Tout à fait. Parce que ce sont maintenant des personnes qui sont au seuil de la fin de leur vie. Alors justement, j'allais vous poser cette question. Qu'est-ce que peut bien dire un président à ces anciens combattants qui ont vécu le pire et qui sont encore là 80 ans après ? Alors, vous ne lisez pas sur les lèvres, j'imagine. Je pense que Emmanuel Macron est quelqu'un qui est très sensible à l'histoire, à la mémoire. C'est un sujet sur lequel il a travaillé et qu'il a un respect pour ces anciens combattants. Et je pense qu'il, président de la République ou pas, il leur dit ce que tout un chacun a envie de leur dire, c'est-à-dire merci d'abord, une immense reconnaissance et puis un respect. Après, effectivement, je ne peux pas savoir ce qu'il dit davantage, mais je pense qu'à la base, il y a ça. Et comme vous le constatez, il prend le temps d'échanger avec chacun des porte-drapeaux. Et ayant eu l'occasion d'accueillir le président de la République le 10 novembre 2017 à l'Hartmannswillerkopf, je peux témoigner de tout l'intérêt qu'il porte à la mémoire et à l'histoire de la France combattante. Lieutenant-colonel Jean Bourcard, alors c'est une question tout à fait personnelle, mais j'ai envie de vous la poser. Comment vous, en tant que militaire, vous vivez cette cérémonie ? Je crois que, comme tout à chacun, on a toujours une histoire aussi familiale, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mon père est né à Colmar, je suis né à Strasbourg. Donc déjà, en tant que citoyen français, cette histoire d'Alsace et de Colmar et de Strasbourg me passionne au plus haut point. Bien sûr, oui. Après, évidemment, en tant que militaire, donc sans être le porte-voix de toute l'armée française, bien évidemment, mais c'est très important de sentir en fait ce qu'il y a au-delà de cette cérémonie. Ça a été dit en partie, il y a cette dimension mémoire, souvenir et maintenant histoire, mais il y a aussi tout simplement le métier des armes tel qu'il est porté à l'époque et tel qu'il est encore porté aujourd'hui dans toute sa complexité, complexité dans laquelle on retrouve
des invariants, parce que finalement, la force morale d'un combattant de 1944, finalement, peut être un point aussi d'intérêt et d'enseignement pour aujourd'hui. Donc on voit bien que le soldat de 1944 n'est peut-être pas si éloigné de celui de 2025, puisque les problématiques seront toujours les mêmes. Le but, c'est d'aller vers la libération, certes, mais surtout d'aller vers la victoire. Là, on est dans l'histoire, évidemment. Il y a une résonance tout à fait contemporaine. Oui, bien entendu, pour les unités qui sont présentées dans leur métier, dans leur expertise, dans la complexité à la fois humaine, technique, matérielle, géopolitique, on en a parlé, puisque le but de ces hommes d'hier, comme ces hommes et ces soldats d'aujourd'hui, finalement, c'est d'être prêts. Et d'être prêts en sachant faire leur métier, bien sûr, c'est la dimension professionnelle, mais aussi d'intérioriser cette préparation. Donc cette préparation, elle passe aussi par un état d'esprit, elle passe aussi par des valeurs, elle passe aussi par le drapeau, qui est un élément essentiel qui nous lie tous autour d'un drapeau et d'un chef, en l'occurrence d'un chef de corps, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, mais également dans des valeurs militaires, je dirais quelque part universelles. Et un point essentiel que l'on galvaude un petit peu, c'est cette dimension valeur morale bien sûr, mais aussi esprit de corps. Et c'est très important, et dans la camaraderie du temps de paix comme dans la camaraderie encore plus du temps de guerre, ces notions sont essentielles. Rappelez peut-être que le président de la République salue en l'occurrence la pré-maîtrise qui a chanté tout à l'heure les 2 hymnes nationaux, et ces jeunes sont scolarisés à l'école Jean-Jacques Rousseau de Colmar et effectueront d'ailleurs un voyage mémoriel au mois d'avril prochain sur le thème de la résistance, entre autres à Lyon. Voilà, il y a plein de programmes effectivement prévus pour cette jeunesse, associer cette jeunesse à ces commémorations. Le président qui va, je pense, maintenant aller à la rencontre des vétérans, leurs accompagnateurs également. Il y a avec eux une résistante, Hélène Toutain, et 4 grands témoins de la libération qui étaient évidemment plus jeunes au moment de cette libération, mais qui sont présents à cette cérémonie. Ce qui permet de rappeler qu'aux côtés des combattants et des militaires auxquels on rend hommage aujourd'hui, il y a tout un environnement qui permet aux combattants de progresser. On a cité déjà les civils qui ont guidé les troupes américaines à travers le pays. Là, on cite cette jeune fille qui était résistante, le rôle des résistants dans la préparation, dans la transmission des informations. Tout ça, c'est à travers les militaires aujourd'hui, c'est à eux aussi que l'on rend hommage et qu'on n'oublie pas. Voilà Emmanuel Macron qui semble aux côtés des anciens combattants. Alors parmi eux, il y a Jean Ferrazzi qu'on a pu apercevoir tout à l'heure dans le premier reportage qu'on a diffusé de Louis Belin. Jean Ferrazzi qui est né en 1924, libérateur de Colmar. Il a participé à chaque cérémonie, il participe à chaque cérémonie de la ville de Colmar le 2 février, mais aussi le 8 mai évidemment. Et il a déjà été fait chevalier de la Légion d'honneur par le passé. Oui, je le connais personnellement et il assiste régulièrement en tant que membre du Souvenir français à ces cérémonies et demeure à 2 pas de la place Rapp. Il n'avait qu'à traverser l'avenue de la République pour être sur les lieux de la cérémonie. Aujourd'hui. À ses côtés, il y a aussi, je ne sais pas si on va l'apercevoir, Raymond Locci. En 1943, Raymond Locci traversait les Pyrénées. Il est fait prisonnier par les Allemands puis s'engage dans le 1er régiment de chasseurs parachutistes. Et il sera blessé à l'occasion de la bataille de Jepsheim en janvier 1945. Frédéric Naudufour, ce sont autant d'histoires passionnantes, toutes plus passionnantes les unes que les autres et importantes au regard de l'histoire. Chaque histoire de ces combattants, chaque histoire des victimes pourrait à elle seule faire un roman. On a des histoires qui sont singulières, des histoires dramatiques. On peut citer par exemple, on n'a pas parlé encore des incorporés de force, on va y venir. Mais citons certains incorporés de force dont le cas est assez rare, qui ont été
emprisonnés à Tambov et qui ont fait partie des premiers libérés, ces fameux 1500 libérés en 1944, et qui se sont engagés justement dans les combats de la libération. Et certains d'entre eux, après avoir combattu sous uniforme allemand sur le front de l'Est, reviennent au sein de la première armée libérer l'Alsace. Et donc là, on a des histoires incroyables. Et puis certains d'entre eux vont avoir un destin tragique. C'est le cas d'Albert Acker, qui va être blessé mortellement dans les combats de Cernay et finalement mourir à quelques pas de chez lui. Voilà. Oui, des destins effectivement terribles parfois. Alors, il y a ceux qui restent, ces vétérans, on l'imagine, dans leur tête, il y a forcément une pensée pour leurs camarades qui ne sont plus là. Oui, je ne veux pas parler à la place des militaires, mais j'ai lu beaucoup de témoignages de survivants, que ce soit les survivants des camps, les survivants des combats. Et une des difficultés, en effet, c'est de savoir pourquoi soi-même on a survécu quand ses frères d'armes sont morts. Et c'est à ce titre, je pense, que le général de Gaulle lui-même, qui a fait la Première Guerre mondiale dans les tranchées, disait que cette guerre, je le cite, lui a laminé l'âme. Parce que c'est quelque chose de... C'est un terme fort. C'est un terme fort, mais que doivent vivre aussi ces combattants encore vivants aujourd'hui. Alors, la cérémonie donc va pas toucher à sa fin, pas tout à fait, pas encore, puisque donc elle va être clôturée par un défilé des unités militaires à pied, les mêmes unités que l'on a vues sur cette place Rapp. Il y aura aussi un défilé motorisé grâce aux associations. Mais d'abord, on va retrouver Géraldine Place Rapp. Géraldine, ça se met en place pour le défilé. Alors, Géraldine, vers qui on retournera d'ici quelques minutes, peut-être. Ces véhicules d'époque, ça peut paraître effectivement du folklore. On a évoqué les reconstitutions. C'est quand même important, Jean Bourcard, pour le public aussi. 3000 personnes sont là aujourd'hui, c'est pas rien. Oui, en effet, et on en reparlera certainement parce qu'en appuyant sur la dimension mémorielle des choses, il est vrai que la dimension muséale a son importance, et pas uniquement pour... faire œuvre de poussière, comme certains pourraient le souligner, mais parce que ça donne une vision très visuelle de ce que pourrait être la guerre à travers les objets. Et je pense qu'on parlait des plus jeunes tout à l'heure, le fait d'amener des plus jeunes dans les musées, pas uniquement les mettre derrière les vitrines, mais idéalement de leur montrer concrètement ce qu'est un objet parfois du quotidien pour un soldat. Alors, le fusil, son meilleur ami, certes, mais tout le reste, tout cet environnement qui a été présenté tout à l'heure, qui est très important. Donc je pense que cette dimension visuelle de l'objet, que ce soit un véhicule militaire, reconstitué, nettoyé, remis en état par des passionnés aussi de mécanique, mais aussi passionnés par la chose militaire et qui souhaitent témoigner à travers cet objet de cette Seconde Guerre mondiale. Et ça participe aussi bien sûr à reconstituer l'émotion de l'époque. Alors Géraldine Dreyer, on revient à vous. Vous avez vécu cette cérémonie en étant sur place. On imagine qu'il y avait aussi beaucoup d'émotions sur le terrain. Effectivement, c'était très émouvant. C'était très émouvant. Vous l'avez dit tout à l'heure, Marie, vous-même, en entendant cette maîtrise chanter l'hymne américain, puis la Marseillaise, c'était encore plus fort ici, vous l'imaginez. Le public a même applaudi, alors qu'a priori, on n'applaudit pas dans ce genre de cérémonie. Mais là, je crois que ces jeunes avaient vraiment du mérite. C'était d'une très belle version. Et vous avez peut-être aussi remarqué sur les images qu'Emmanuel Macron est allé saluer la chef de chœur. Il est resté un long moment à discuter avec elle et à féliciter les enfants de cette maîtrise de Colmar. Alors à présent, la place s'est vidée, vous le voyez derrière moi, puisque les militaires présents se mettent en place pour le défilé, un défilé auquel va assister le président de la République, en tout cas au moins au début. Il est très probable d'ailleurs qu'il s'offre un petit bain de foule aussi à ce moment-là. Donc défilé d'abord les troupes à pied, puis seront suivis d'un départ du défilé motorisé. Ensuite, le président de la République quittera Colmar. Et puis, ça sera le départ de ce qu'ils appellent le convoi de la liberté, avec aussi le survol de 4 hélicoptères Apache de l'armée américaine. Il y aura également le vol d'avions militaires, de transport de troupes, mais également de chasse. Alors des A400M pour ceux qui vraiment ont envie de savoir pour ce qui est de l'appareil de transport. Et puis, ces troupes vont circuler donc derrière moi, à partir de la rue de la République, et puis circuler dans les rues de Colmar où les habitants pourront les admirer encore une fois.
Merci Géraldine. Et vous venez d'évoquer ce convoi de la liberté, un convoi rendu possible grâce à la mobilisation des associations de reconstitution. Il est parti déjà hier du parc des expositions et il a traversé 25 communes avant d'arriver place Rapp. Je vous propose de regarder ce reportage de Stéphane Gaudry et Bernard Schemmer. Des rues pavoisées, des drapeaux français et américains. Tout au long de la journée, on a acclamé le convoi de la liberté et rejoué la libération de la poche de Colmar dans les communes de l'agglomération. Les libérateurs sont sans doute un peu plus fringants que leurs illustres prédécesseurs qui avaient déjà plusieurs mois de guerre derrière eux en atteignant le Rhin. Mais ils sont eux aussi venus de loin pour prendre part à la libération de l'Alsace. Il y a beaucoup qui viennent d'Alsace, les Alsaciens, et puis après j'en ai aussi qui viennent de Franche-Comté, il y en a même qui viennent du sud de la France, de Draguignan. Il y a quelqu'un qui est ici qui vient de Rennes, beaucoup de Lorrains, des Vosgiens, enfin tous des gens du Grand Est, comme on appelle ça maintenant. Jeep, Dodge, GMC, une centaine de véhicules américains d'époque composaient ce convoi de la liberté que les habitants sont venus acclamer avec une reconnaissance intacte 80 ans après. C'est important parce que c'est vraiment l'histoire de notre pays, de notre région et puis plus précisément même encore de cette partie du territoire. Une chaleur populaire qui se ressent jusque dans les cabines des camions. Vous voyez tous ces gens, c'est l'émotion, c'est même envers ces gens qui s'intéressent quand même encore à tout ça, à leur histoire. J'aurais pas pensé qu'il y ait tellement de monde à ce point-là. Hein. C'est vraiment chouette, regardez. Dans ces villages subsistent encore souvent quelques traces des combats de janvier 45. Pour beaucoup d'habitants, c'est une mémoire encore bien vivante qui défile sous leurs yeux. On habite juste ici, la maison a été détruite aux 80 ans de la Libération et du coup mon grand-père avait l'âge de mon petit, donc forcément on est aux premières loges du coup pour cette grande fête. Et chez les plus anciens, le fracas des chenilles sur le bitume réveille quelques vieux souvenirs. On est sorti pour aller chez le voisin et en même temps il y a Jacques qui arrive. Et de l'autre côté de la route, il y avait un noyer. Il s'est mis derrière le noyer et il a tiré parce qu'il y a la route toute droite et au bout il y avait un restant. Il a fait sauter le restant parce qu'il y a encore des Allemands dedans. Du Ride jusqu'au vignoble, le convoi a traversé chaque commune de l'agglomération, parcourant plus d'une centaine de kilomètres avant de faire son entrée officielle dans Colmar ce matin. Voilà pour ces très belles images et ce convoi de la liberté. J'évoquais tout à l'heure la croix de guerre décernée à la ville de Colmar et aux Colmariens qui ont accueilli véritablement en liesse les Alliés le 2 février 45. Je voudrais maintenant qu'on regarde ces images, justement les images amateurs tournées à Colmar le jour de la libération. On y voit cette liesse, ces Alliés qui rentrent dans Colmar, des images qui ont été récupérées par l'association Mira, mémoire des images réanimées d'Alsace, images qu'a pu consulter Arnaud Rapp. Regardez. Bienvenue dans Contre-Archives, un regard différent sur l'histoire à partir de documents amateurs filmés et sauvés de l'oubli par la cinémathèque régionale Mira. Dans cette série consacrée à la libération de l'Alsace, voici le dernier épisode sur Colmar, 3 mois après Strasbourg. Si le maréchal Leclerc est reconnu comme le héros de la libération du nord de l'Alsace et de Strasbourg, c'est la première armée du maréchal Delattre de Tassigny, soutenue par un corps d'armée américain, qui libère le sud de la région et la poche de Colmar. Cette séquence est tirée d'un film collecté par la ville de Colmar. Il a été tourné en 16 mm par un inconnu, peut-être un professionnel, au vu de la qualité technique, des prises de vue et de l'utilisation de ce format. Nous sommes en février 45, peut-être le 2, jour officiel de l'entrée des troupes. Ce cinéaste saisit la joie des habitants à l'arrivée des troupes de Delattre à Colmar. Des habitants qui ont dû prendre leur mal en patience pendant tout l'hiver 44-45. Le froid semble encore vif, on aperçoit les flaques de neige fondues au sol. Les habitants accueillent avec enthousiasme leur libérateur. Tout s'est passé très vite ici. On n'a même pas eu le temps d'accrocher les drapeaux français aux fenêtres. Les Colmariens font la fête aux soldats qui passent dans leurs véhicules. On voit des soldats fumer des cigarettes et distribuer des chewing-gums. Grande nouveauté venue de l'autre côté de l'Atlantique.
Regroupés dans la rue, le premier geste de cette foule est de retirer les plaques allemandes mises en place par le Troisième Reich pour germaniser l'Alsace. Dans cette Alsace annexée, tout signe d'appartenance à la France a été supprimé. Béret interdit, germanisation des prénoms, des rues, des commerces, jusqu'aux plaques d'égout, enseignement en langue allemande et destruction des monuments aux morts de la Première Guerre mondiale. Aidée par les GIs, la foule se réapproprie son espace en supprimant l'un des symboles du mal et le nom d'un de ses représentants, comme si la vue de ces plaques lui avait toujours été insupportable. Le caméraman insiste longuement sur ces soldats américains qui retirent les plaques de rue renommées Hermann Göring ou Adolf Hitler Straße. La libération de Colmar est une étape décisive dans la libération de l'Alsace et le retour à la France. Frédéric Naudufour, c'est un document exceptionnel. Oui, comme tous les documents que rassemble MIRA, il faut vraiment rendre hommage à cette association qui fait un travail remarquable. Oui. Donc on a des images qui sont méconnues et surtout qui ne sont pas travaillées, même si elles sont peut-être professionnelles. Ce qui m'intrigue, c'est que ce sont des images muettes et que le commentaire change beaucoup de choses. Or, dans ce commentaire, à 3 reprises, le commentateur utilise le mot d'enthousiasme. Très personnellement, sans le commentaire, en regardant les images, je n'aurais pas utilisé ce mot-là. Je trouve qu'on n'a pas du tout une réaction d'enthousiasme. On a une foule qui est là, qui est présente, qui regarde ces véhicules, mais qui est encore dans une forme d'expectative, dans la sidération, et puis surtout dans l'attente du lendemain. N'oublions pas que la moitié de ces familles d'Alsaciens ont un fils qui est encore incorporé de force. N'oublions pas que se prépare le phénomène de l'épuration. Donc il y a un certain nombre de personnes qui ont quand même des doutes sur ce qui va leur arriver. Et par conséquent, c'est un moment d'entre-deux. Et ce n'est pas encore un moment de liesse. La liesse, elle arrivera dans un second temps. Voilà, la libération ne veut pas dire effectivement la fin de la souffrance. On aura l'occasion d'y revenir avec vous, Frédéric Naudufour. On va tout de suite se rendre au parc des expositions de Colmar, retrouver Stéphanie Malauran. Stéphanie, vous avez un invité avec vous. Oui, tout à fait. Alors, juste pour vous dire que dans ce parc des expositions, il y a aussi des stands de libraires, comme un libraire colmarien avec des livres sur la Deuxième Guerre mondiale, dont celui-ci sur les réfractaires, écrit par Daniel Morgan. Bonjour Daniel Morgan. Bonjour madame. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à écrire sur ce thème qu'on connaît mal, en fait, des réfractaires? D'abord, peut-être parce que je avais appris à les connaître en faisant mon premier livre sur les Alsaciens réfugiés en Suisse. Et ensuite, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Donc il y avait vraiment quelque chose, un terrain tout neuf à découvrir. Il faut dire qu'ils étaient 4000 et qu'ils refusaient de rester dans l'Alsace qui était devenue nazie et qu'ils s'étaient réfugiés en Suisse. Qu'est-ce qu'ils faisaient en Suisse? Qu'est-ce qu'ils faisaient en Suisse? Ils étaient hébergés, placés dans des camps de travail ou dans des homes. Et puis on leur proposait de travailler dans l'agriculture, par exemple, ou surtout dans des métiers un peu à l'écart, parce que les Suisses ne voulaient pas qu'on sache qu'il y avait des gens qui travaillaient sur des emplois suisses. Alors on peut dire que c'était des résistants quand même. Les réfractaires, oui. Les réfractaires étaient des résistants qui sont revenus en France. À quel moment? Ils sont revenus en novembre 1944, avec 2000 d'entre eux se sont mobilisés dans l'armée de Lattre. C'était le groupe Mobile Alsace, qui est encore célébré, encore reconnu. Et les réfractaires ont eu leur moment de reconnaissance officielle de leur combat, de leur résistance dans les années 50, à travers les anciens combattants, etc. Très bien, je vous remercie Monsieur Morgan. Et si vous voulez en savoir plus, il y a là-dedans, dans ce livre, une quarantaine de témoignages réalisés par Daniel Morgan du nord au sud de l'Alsace, plutôt dans le sud. Un ouvrage très intéressant sur des résistants réfractaires. Merci beaucoup Stéphanie et merci à votre invité. Un mot, Jean Klinkert, concernant les réfractaires. C'est vrai que leur histoire est relativement mal connue. Oui, et il y a les réfractaires de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi ceux de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, il y a une croix des réfractaires d'Alsace érigée sur la Aussichtsfelsen, sur les hauteurs de Wattwiller-Sulz. Frédéric Naudufour. Oui, ça rappelle... alors, c'est vrai que cette histoire des réfractaires, elle est mal connue, mais tout simplement parce que l'histoire des incorporés de force
est mal connu dans l'ensemble du territoire. Encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Donc c'est très important de la rappeler. De rappeler aussi qu'il y avait un certain nombre d'incorporés de force alsaciens et mosellans qui se sont retrouvés au sein d'unités allemandes, notamment des unités de montagne, revenues de Finlande en toute catastrophe pour renforcer les troupes allemandes dans la poche de Colmar. Donc ils se retrouvent dans des situations, alors là, extrêmement difficiles psychologiquement. Ils doivent combattre chez eux ou non loin de chez eux. Contre leur propre pays. Ouais. Et les Allemands voulaient éviter cela. Il y avait eu jusque-là une vraie volonté d'envoyer les incorporés de force plutôt à l'est et certainement pas dans leur territoire. Frédéric Nau-Dufour, on va y revenir. Je m'excuse, je vous coupe parce que Emmanuel Macron est en train de saluer le public Place Rapp et notamment les petits Alsaciens. C'est vrai qu'on a vu nombre d'entre eux, drapeau à la main, sourire aux lèvres, entonner aussi l'hymne national, des images très très fortes. Voilà, finalement, le président prend le temps d'aller à la rencontre du public. On le rappelle, 3000 personnes qui se sont inscrites pour assister à cette cérémonie militaire commémorative. C'est quand même important, ce temps-là, d'aller à la rencontre du public, Jean Bourcard. Oui, puisque le président de la République est chef des armées, donc il laisse un petit peu les armées pour se consacrer à son public. Dans ce public, il y a aussi d'ailleurs des anciens militaires, mais c'est une occasion justement de faire communion entre hier et aujourd'hui, et puis entre les acteurs civils et militaires d'une région, et puis d'une ville en particulier qui est Colmar. On revient juste pour terminer sur cette question des malgré nous. Beaucoup ont essayé de déserter. Frédéric Nau-Dufour, en connaissant très bien le terrain, ils ont aussi pu compter sur la coopération des civils. Bien sûr, on estime que lors de la bataille de la poche de Colmar, l'armée allemande, qui avait incorporé de force non seulement des Alsaciens, mais beaucoup d'autres nations, a comptabilisé environ 700 déserteurs, dont 70 Alsaciens, pour lesquels il était d'autant plus tentant et facile de retourner chez eux qu'ils étaient à proximité de leur village. C'est le cas de Xavier Kopp, qui a profité, donc qui a participé à ces combats dans la poche de Colmar, notamment à Jepsheim, et qui a déserté pour retourner dans le village de sa maman, donc le village de Geberschwir. Et puis, Colmar ayant été libéré, il s'est dit c'est formidable, je vais donc aller me promener dans Colmar, sauf qu'il avait gardé une partie de son uniforme d'incorporé de force, donc d'uniforme allemand, ce qui lui a valu d'être arrêté rue du Boulot par un soldat américain qui l'a abattu. Donc on a aussi des histoires terribles, tragiques. Bien sûr. Alors parmi les troupes françaises mobilisées durant les combats de la poche de Colmar, il y avait aussi, on en a largement parlé avec vous Jean Bourcard, les membres du 15-2 dont la ville de garnison était Colmar. Les jeunes engagés des Diables Rouges, comme on les surnomme, ont visité il y a quelques jours le musée des combats de la poche de Turckheim, de la poche de Colmar de Turckheim, pardon. C'est un tout petit musée entretenu par des bénévoles, mais on y trouve plein de choses, vous allez voir, et il est devenu un passage obligé pour les futurs fantassins. Voyez ce reportage de Louis Belin et de Bernard Stemmer. Petite vitrine avec des grenades américaines qui sont offensives, défensives, fumigènes, il y a un petit peu de tout. Visite sur mesure pour cette vingtaine de soldats du 152e régiment d'infanterie de Colmar. Un régiment qui a participé il y a 80 ans à la libération de l'Alsace. Aujourd'hui, c'est une mémoire collective que ces jeunes engagés sont venus entretenir. C'est un régiment que je connaissais, dont on m'avait parlé. Et c'est pour moi un régiment qui est quand même très prestigieux, qui a une longue histoire et qui me plaît beaucoup en fait, tout simplement dans son histoire et tout ce qu'il a pu faire. Armes, uniformes, accessoires de guerre rappellent ici vitrine après vitrine la violence des combats de l'époque. Très dangereux aussi, c'est une mine bondissante. Ça saute en l'air à 2,50 m, ça redescend et à hauteur de 1,20 m, donc que je situe à peu près ici, ça explose. Une violence devenue bien lointaine pour ces jeunes engagés. Eux n'ont encore jamais connu le feu. Ça peut faire peur, oui. S'il faut vraiment faire la guerre, on le fera, mais on n'y pense pas forcément tous les jours. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Tous sont en fin de formation à Colmar pour accéder au rang de soldats de première classe. Ils n'ont pas encore leur insigne de compagnie, le fameux celui des Diables Rouges, qui officialisera leur intégration au régiment comme fantassin.
Cette visite au musée mémorial de Turckheim, elle fait partie de leur cursus. Une fois qu'ils ont passé l'ensemble des épreuves et qu'ils ont franchi l'intégralité des marches qui les mènent jusqu'au statut de Diable Rouge, au final, intégrant du 152e régiment d'infanterie, de terminer cette formation qui a été sanctionnée par des examens, des épreuves diverses, par un chemin mémoriel pour leur permettre de s'identifier et de se rappeler d'où on vient aussi, et qui font un métier qui est à part entière, qui s'inscrit dans l'histoire et qui est un petit peu hors du temps. On voit que ce soldat fait du chemin, il est passé à Vienne, Bologne, Florence, Rome, Naples, Bonifacio, Marseille, Dijon, Nancy et Strasbourg. Pour les guider dans ce voyage dans le temps, Jean-Marc Wegner à la tête de ce musée aux 25 000 visiteurs annuels. Dans cette cave qui servait d'abri à des civils il y a 80 ans, il veut redonner toute sa place à la mémoire des combats de la poche de Colmar. 2 mois d'enfer au cœur de l'hiver alsacien. Tout le monde a vu ? On est en hiver 1944-45, il fait moins 20 degrés, il y a 1 mètre de neige. Mais spécial pour l'hiver, regardez, ils ont eu les pieds gelés. Il y a eu près de 6000 blessés par gelure parce qu'ils portaient ce genre de sandales. En faisant raconter aux objets le destin de leurs propriétaires, ce musée né il y a 32 ans retrace la libération de l'Alsace à sa façon. Une histoire que les jeunes générations oublient peu à peu. Ces jeunes recrues ont une faible connaissance de l'histoire locale et pour nous, c'est une manière pédagogique de leur transmettre ce morceau d'histoire. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, dans les livres d'histoire, on parle pas ou peu de la poche de Colmar. C'est notre manière à nous de transmettre ce devoir de mémoire et de souvenir. Une mémoire source d'inspiration pour ces héritiers du 15-2, 80 ans après la libération de Colmar, leur garnison historique. Lieutenant-colonel Bourcard, c'est incroyable cette sandale là qu'on vient de voir à l'écran. On l'a déjà évoqué, les conditions étaient rudes à l'époque et l'équipement était très rudimentaire. En particulier pour les troupes de l'armée d'Afrique, notamment les tabors marocains ou les tirailleurs, qui avaient un équipement adapté aussi à leur, je dirais à la fois leur origine géographique en quelque sorte, puisqu'ils étaient habillés de manière assez visible, on les reconnaissait par leur tenue, leur grand dourat, etc. Avec des équipements d'ailleurs qui dataient de 1940, puisque toutes les unités ne sont pas équipées à l'américaine, mais parfois il y a un mélange avec du matériel, vieux matériel venant d'Afrique du Nord, du matériel encore de l'armée française de 1940, et puis du matériel plus moderne de 1944. Donc c'est un vrai sujet et cette dimension logistique est vraiment un point très important pour le général Delatte de Tassigny, parce que la priorité, une fois encore, des Alliés n'est pas l'Alsace, c'est les Ardennes, c'est la 3e armée de Patton. Donc la priorité logistique n'est pas sur la 1re armée. Alors c'est un des éléments d'explication, au-delà de la coutume et de l'habitude de ces combattants de se battre. Mais c'est une dimension. Et en effet, il y a beaucoup de soldats qui auront les pieds gelés pour avoir travaillé avoir mené des dossiers sur ces combattants africains. On est étonné du nombre de blessés par gelure. Alors, des combattants africains, mais aussi métropolitains, parce que le froid ne fait pas de sélection. Bien sûr. Je reviens aussi sur ce que disait le directeur du musée. Les livres d'histoire ne parlent pas ou peu de la poche de Colmar. C'est important, d'autant plus, d'aller sensibiliser aussi les futurs soldats. Bien sûr, non seulement les futurs soldats, mais tous les citoyens, parce que c'est vrai que cette histoire, elle n'est encore très peu enseignée, non seulement la poche de Colmar, mais l'histoire de l'Alsace en général. Et ça a été d'ailleurs un des points forts du discours d'Emmanuel Macron le 23 septembre à Strasbourg, que de demander que cette histoire, notamment celle des incorporés de force, soit enseignée désormais. C'est fondamental. Et aujourd'hui, le seul endroit où on peut effectivement avoir accès à cette histoire, c'est dans ce musée de la poche de Colmar, dont on peut souligner la qualité. C'est également au mémorial d'Alsace-Moselle, à Schirmeck, dans un certain nombre de lieux. Mais ça reste très difficile de toucher le reste du territoire. Il y a aussi un enjeu qui est national. Et ces jeunes soldats, ils ne sont pas alsaciens, ils viennent d'ailleurs. Et je pense que c'est très important qu'ils connaissent cette histoire, parce qu'ensuite, ils vont aller dans d'autres régiments sur le territoire national ou ultramarin, et ils vont pouvoir en être les ambassadeurs aussi. Alors, on va retourner à Colmar, regarder ces images du président Emmanuel Macron qui continue d'aller à la rencontre du public avant le départ du défilé, du convoi de la liberté. Emmanuel Macron qui prend le temps, véritablement, on l'a déjà dit, d'aller à la rencontre de ce public. Le public qui est aussi nombreux du côté de Houssen, où on va retrouver Louis Belin. Louis, est-ce que vous êtes monté à bord d'une Jeep ?
Non, pas encore, mais beaucoup de monde dans les rues déjà à Houssen depuis ce matin. Marie, ça s'anime et on vous retrouve cette fois depuis une cour de ferme où des unités allemandes sont reconstituées avec des Cosaques et puis des malgré nous engagés dans la Wehrmacht. Vous en parliez un petit peu plus tôt. Et ces troupes, elles s'agitent au gré des mouvements alliés de l'autre côté du village. L'idée, c'est vraiment de transmettre au public le plus fidèlement possible cette mémoire de la libération. Et justement, beaucoup d'habitants de Houssen ont fait le déplacement, pour ainsi dire, comme cette famille qui est à mes côtés. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes venus tous les quatre. Est-ce que, et vous me disiez tout à l'heure, c'est une histoire qui est quand même pas facile à transmettre, pas forcément facile. C'était important pour vous d'être là ce matin ? Tout à fait, ça nous permet de faire le tour avec nos filles. Et en plus, avec tout ce qu'ils ont mis en place, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ça va être quoi le programme de la journée là pour vous ? Continuer à faire le tour des fermes. Elles sont nombreuses, donc on en profite. Pour vous aussi, c'est important. Ça vous fait quoi d'être ici, de voir tous ces soldats dans les rues ce matin ? On se dit que nos ancêtres, ils ont vécu ça. Bon, là, c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils ont vécu. On trouve que c'est important. Ouais. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été avec nous. Et on continue de vous faire vivre cette journée de commémoration ici à Houssen, puisque les 80 ans de la libération, on les commémore dans toute la région colmarienne ce week-end. Merci beaucoup Louis, et on le voit, il y a un public qui est assez familial lors de ces commémorations. Alors, avant d'avancer dans cette émission, moi je voudrais qu'on revienne aussi sur une question qu'on n'a pas encore évoquée, c'est ce duel, on va appeler un duel, entre le général Delattre et l'autre grand général, l'autre artisan de la libération de la France et de l'Alsace, le général Leclerc. Cette bataille de Colmar, évidemment, a vu se cristalliser véritablement leur opposition. Oui, deux grands chefs de l'histoire militaire du XXe siècle qui, à l'époque, n'avaient pas les mêmes fonctions. Il est toujours bon de le rappeler. Il y en a un qui commande une armée, donc le général Delattre de Tassigny, donc, qui a sous ses ordres un certain nombre de divisions. Et puis un autre général, le général Leclerc, qui, lui, commande une division et non pas une armée. Donc ce ne sont pas les mêmes responsabilités militaires et c'est important de le rappeler dans des enjeux, on va dire, tactiques, à défaut de stratégiques. Et puis, il y a une autre dimension, et c'est là que ça les unit également, on en reparlera, c'est la dimension politique qu'ils portent. Car ce sont tous les deux, à leur niveau, le bras armé, en quelque sorte, du général de Gaulle, chef de la France libre. Donc les parcours des deux hommes sont différents. Parcours militaire, bien sûr, choix aussi militaire, choix, on peut le dire, politique en quelque sorte, mais les deux se retrouvent en Alsace. Et se retrouvent en Alsace dans une sorte de compétition qui est une compétition, militaire et tactique. À qui arrivera le premier et qui libérera encore pour l'un une autre capitale, le général Leclerc, et l'autre qui espère libérer une capitale, même s'il a libéré bien avant toute une série de communes dans le sud de la France, Lyon, Montélimar et bien d'autres. Mais donc ce sont deux personnages clés de cette histoire de la Seconde Guerre mondiale qui ont tous les deux des caractères bien trempés, ça c'est clair, et qui se heurteront pour des raisons tactiques, pour des raisons aussi peut-être un peu plus philosophiques, mais en tout cas qui se heurteront aussi à la réalité du combat, parce que la problématique logistique du général Leclerc n'est pas tout à fait la même que celle du général Delattre de Tassigny, et puis les enjeux militaires dans les combats de cette fameuse poche de l'Alsace, poche de Colmar, sont révélateurs. Le général Leclerc est sous le commandement du général Delattre. Est-ce que leur opposition va avoir un impact sur la bataille de Colmar et sa durée et ses choix tactiques ? Oui, et il va en avoir un, mais je laisserai au colonel le soin de l'expliquer beaucoup mieux que moi. Ce que je voulais dire, c'est qu'aussi ces deux généraux, qui vont devenir tous les deux maréchaux après leur mort, incarnent deux manières d'être entrés dans la France libre et dans le combat. De légitimité différentes, parce que Leclerc s'engage vraiment dès l'été 1940 à rejoindre de Gaulle et participe très précocement au ralliement des colonies africaines à la France libre, alors que Delattre, il fait le choix de beaucoup de militaires, qui est un choix qui est respectable, c'est-à-dire qu'il décide de rester dans cette armée qu'on va appeler l'armée de Vichy, de servir. Voilà, il y a aussi une fidélité à la hiérarchie chez les militaires qui peut se comprendre. Et lui, son acte de rébellion intervient quand les Allemands
envahissent la zone sud de la France en novembre 1942. Et là, il décide que c'est inacceptable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va basculer et rallier l'Afrique du Nord. Donc on a 2 temporalités différentes, ce qui fait qu'on peut avoir aussi un combat de légitimité. Leclerc se sent peut-être plus légitime vis-à-vis de De Gaulle. Et puis, De Gaulle, lui, va accepter tous ces combattants. Parce qu'au moment de la libération, on a besoin de ces gens qui se sont ralliés seulement en 1942. Et dans la première armée, on a le général de Montsabert, on a le général Bétoir qui ont suivi ce genre de parcours également. Et j'ai l'impression que De Gaulle a fait comme une espèce d'équilibre. Après leur mort, ces 2 hommes ont été faits maréchaux. L'un a signé la capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin, le 8 mai 1945, c'est Delattre. Et Leclerc, comme une forme de pendant, signera la capitulation du Japon au nom de la France le 2 septembre 1945. En tout cas, ça a été effectivement 2 grands destins. Il y en a un autre que je souhaiterais évoquer. Son nom va forcément vous parler à vous, chez vous. C'est Audie Murphy, un soldat qui a marqué les esprits. Il est devenu acteur de cinéma après avoir participé au combat de la poche de Colmar. Il a été l'auteur d'un fait d'armes incroyable. Il a repoussé à lui seul une contre-offensive allemande de 200 hommes. Marie-Christine Lang et Nicolas Meyer nous racontent ce destin. À 24 ans, le lieutenant Murphy est l'homme le plus décoré d'Amérique. Audie Murphy est un héros aux États-Unis. Pour honorer la mémoire de ce soldat américain venu libérer Holzwiller près de Colmar il y a 80 ans, ces 2 passionnés d'histoire ont érigé ce mémorial en pleine forêt. Les gens nous déposent, et je crois que même c'est des scènes, toi. Car c'est ici, le 26 janvier 1945, que par un temps sibérien, ce lieutenant a accompli une action hors du commun. Quand il a vu qu'ils allaient être encerclés, il a dit à tout le monde en arrière, parce que c'est trop dangereux, mais lui, il est resté. Quand il est monté sur le char, quand il a repoussé la contre-attaque allemande, ça a quand même duré pendant 1h30. Hein. Ça veut dire que pendant 1h30, il était seul en train de tirer sur les Allemands. Hein. Il fallait tirer entre lui et les Allemands. Et chaque fois, il demandait à ce que le tir soit beaucoup plus rapproché vers lui, jusqu'à ce qu'on lui dise là-bas, mais attendez, il faut qu'on tire devant toi, vraiment sur toi. Il dit, oui, les Allemands sont là, tu veux que je leur passe le téléphone? Donc c'est un geste de folie, par exemple. Surtout un geste de folie, je ne pense pas qu'il a réfléchi longtemps. Il a décimé le bataillon d'Allemands, carrément. Il les a neutralisés, blessés ou tués, bref. Tout le fossé était rempli de cadavres de blessés là-bas. Il a carrément repoussé à lui tout seul une contre-attaque allemande qui a vraiment sauvé un peu la poche de Colmar. Son acte héroïque valut à Audie Murphy la plus haute distinction de l'armée américaine. C'est le soldat le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand il a reçu le Medal of Honor. Ah, voilà. Ouais. D'ailleurs, à Arlington, où il est enterré, c'est la tombe la plus visitée. Il y a Kennedy qui est enterré là-bas, il y a les astronautes qui sont enterrés là-bas, mais c'est la tombe d'Audie Murphy qui est la plus visitée. Il était petit de par sa taille. Hein, il était 1m55, je crois. Oui. Voilà. Oui. Ils l'ont refusé dans l'armée à cause de ça. D'ailleurs, il s'est engagé en falsifiant sa date de naissance. De Holzwiller à Hollywood, Audie Murphy devint après la guerre acteur dans près de 50 films, surtout des westerns. Il joua même son propre rôle dans L'Enfer des hommes, adapté de ses mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Mais son héritage est encore bien plus vaste. Donc, à l'époque, quand même, c'était un des pionniers qui, après-guerre, a commencé à parler du fameux traumatisme du soldat. Oui. Qui, après, ça a été mis vraiment à la lumière du jour par le traumatisme des Américains, des soldats américains, des GIs qui étaient au Vietnam. Mais lui, il avait déjà sorti ça de la Deuxième Guerre mondiale. Il a pris conscience qu'il y a des gens qui sont traumatisés par les combats, qui ont vu la mort de très près, et que ces gens-là, il faut absolument les aider. Aujourd'hui, le mémorial Audie Murphy attire chaque année de nombreux touristes. En 2024, plus de 15 000 Américains sont venus s'y recueillir. Ces Américains ont grandi avec leurs parents qui leur ont raconté l'histoire d'Audie Murphy, le héros. Tout le monde a entendu parler de lui et c'est important pour eux de venir ici, sur le lieu de l'action. Il y a des larmes, des applaudissements, c'est le site le plus important de notre circuit. Le mémorial s'appelle Mémorial Audie Murphy, il est dédié à Audie Murphy, mais on rend aussi hommage aux soldats américains qui sont morts pour notre liberté en Alsace.
Voilà, Audie Murphy, Jean Klinkert, incroyable cette personnalité. C'est une très belle personnalité qui a combattu dans la 3e division d'infanterie américaine, aux ordres à l'époque du général O'Daniel. Et aujourd'hui, c'est un lieu de tourisme de mémoire qui attire de nombreux Américains vers Holzwihr, notamment à partir des bateaux de croisière sur le Rhin, dont les participants viennent sur ce site en relation avec la Deuxième Guerre mondiale. Jean Bourcard, il y a évidemment le cinéma, les paillettes, mais il restera marqué à jamais par la guerre. On l'a vu à Audie Murphy, il va d'ailleurs militer pour la reconnaissance des traumatismes de guerre. C'est important ça aussi. Oui, en effet, c'est un personnage emblématique de la campagne d'Alsace, côté américain, mais même côté, je dirais, du monde combattant, parce que c'est un vrai héros, n'ayons pas peur des mots, puisque avant d'ailleurs d'être engagé dans la bataille de Colmar, il a été engagé sur différents fronts, en Italie, blessé, etc. Et il va porter ces stigmates de la guerre, c'est-à-dire qu'il sera effectivement blessé dans sa chair, il sera blessé aussi par la mort de tous ses camarades, il le dira d'ailleurs, et il le portera comme bien d'autres combattants jusqu'à la fin de sa vie. On peut replacer en fait cet environnement dans les guerres, et notamment ces fameuses 2 guerres mondiales du XXe siècle, puisque ces traumatismes de la guerre sont connus de mieux en mieux après la Première Guerre mondiale, pendant et après, par cette puissance du feu qui déferle notamment sur les combattants, quel que soit leur camp. Et puis, on le connaît, mais on le soigne finalement mal, ce traumatisme. Et c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, et encore peu à peu, que dans les différents pays, on va vraiment s'en occuper. Et son témoignage de combattant, mais au-delà de son témoignage de combattant, ce qu'il va effectivement concrètement faire, est un témoignage porté en fait à la mémoire de ces autres combattants qui ne sont plus là, qui ne sont plus autour de lui. Alors on va retourner une dernière fois au parc des expositions de Colmar aux côtés de Stéphanie Malauran. Stéphanie, les événements vont se dérouler encore toute la journée, hein. Ce n'est pas fini. Oui. Non, toute la journée, même demain. Et là, je voulais juste, Marie, imaginez-vous, nous sommes juste après l'Exode. Les Alsaciens reviennent et voilà, nous sommes dans une scène qui représente cela. Les gens reviennent, ils vivent avec 3 bouts de ficelle. C'est la scène qui est représentée grâce à une famille qui nous vient de Schweighouse-sur-Moder. C'est pas une association, c'est une famille qui fait ça depuis 10-15 ans. Je suis avec Marie Fèvre, la fille. Bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, ces reconstitutions comme ça en famille ? Alors, on a toujours été passionnés d'histoire et puis on a voulu représenter les populations civiles de l'époque qui ont tendance à être trop souvent oubliées. Comme vous voyez, on a reconstitué une scène de vie d'époque. Là, vous voyez, il y a un réchaud, par exemple, quelques rations et aliments aussi de l'époque. On est venu avec nos 2 véhicules, donc une Peugeot 301D de 1934 ainsi qu'une Peugeot 201 boulangère de 1930. Donc avec mon père et ma maman, on est sur place et on essaye vraiment d'être fidèle avec toutes les scènes de vie d'époque et les aliments, le matériel, radio, petite revue aussi des années 30 et surtout ne pas oublier le drapeau français pour la libération. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marie. Moi ce que je peux vous dire c'est que les commémorations ici au Salon de la Libération se termineront demain à midi. Donc il y a encore des scolaires, des visiteurs qui vont venir. 15 000 personnes attendues pour tout ce week-end de commémoration. Donc un très grand événement à Colmar. Merci beaucoup Stéphanie, un grand événement, oui vous l'avez dit, que l'on commente depuis plus d'1 heure maintenant. On approche tout doucement de la fin de cette émission, l'occasion de le rappeler, après cette bataille de la poche de Colmar, des combats ont continué, notamment dans le Nord Alsace, avec la fin de la contre-offensive allemande Nordwind qui avait débuté en janvier. Elle a donné lieu, elle aussi, à des combats terribles. Voyez ce dossier signé Anne-Laure Marie et Jérôme Gosset. Il faut s'imaginer le froid, -15, -20 degrés, la neige et les odeurs de chair putréfiée. C'est le contexte dans lequel va commencer l'opération Nordwind le 31 décembre 1944, une opération surprise, celle de la dernière chance menée par les Allemands
pour prendre en tenaille les troupes américaines au nord de l'Alsace. On parle officiellement de l'opération Nordwind, mais la folie de Hitler, c'était 2 opérations. L'opération Nordwind en guise de première phase, un vent qui devait balayer ce territoire, et ensuite une deuxième opération qui devait très rapidement s'amorcer dans la foulée, qui s'appelait l'opération Zahnarzt, le dentiste qui devait neutraliser les dernières poches après ce vent du Nord. Avec l'opération Nordwind, les Allemands vont grignoter un peu de terrain début janvier 1945 et reprendre des villes et villages qui viennent tout juste d'être libérés sur une ligne qui va de Haguenau à Wissembourg, avec un objectif pour Hitler qui n'est pas de reconquérir l'Alsace. Il le dit lui-même lors de son discours le 28 décembre 1944. Il rencontre les généraux et les commandants de division qui s'apprêtent à passer à l'offensive dans le cadre de Nordwind. Et il dit que ce serait bien beau, évidemment, de libérer l'Alsace et de reprendre Strasbourg, mais ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif est bien d'écraser la 7e armée américaine pour réduire la force de frappe des alliés occidentaux sur le front de l'Ouest et ici en Alsace, dans le nord de l'Alsace. Et les Allemands vont y jeter leur dernière force, provoquant des batailles sanglantes et dantesques, comme celles qui ont touché les villages de Hatten et Rittershofen 15 jours durant. Plus de 50 chars seront dénombrés dans les rues de ces toutes petites agglomérations et ce sont des pluies d'obus qui s'abattent sur la population, détruisant quasi intégralement toutes les maisons et faisant 114 morts civiles. Il faut dire que dans cet événement tragique, Hatten, Rittershofen, Buhl et tous ces villages du côté nord, ils se trouvaient au mauvais moment, à la mauvaise place. Ces passionnés ont récupéré tout ce qu'ils ont pu de cette époque, des armes, des engins, des uniformes, mais aussi cette copie du journal de marche des troupes allemandes qui permet de comprendre les opérations menées quotidiennement. C'est au jour le jour, tu as pratiquement ce qui se passe. Alors là, et comme ils avaient fait la tête de pont à Offendorf, il fallait faire la jonction. Des passionnés, mémoire vivante aussi de leurs ascendants qui ont vécu ces terribles batailles et les ont racontées, comme la grand-mère de Serge Kremer. Il y avait 2 snipers allemands dans sa cave qui lui ont demandé « Marzi, mal café », donc faites-moi un petit café. Ma grand-mère est montée, elle a préparé son petit café avec les restes qu'elle trouvait. Et donc, en descendant, le deuxième Allemand avait crié « Mein Kamerad ist tot ». Donc mon copain est décédé, est mort, il a eu une balle vraiment en pleine tête, si je puis dire, par un sniper américain qui était juste dans la ferme voisine, côté sud, vers Athènes, à 50-60 mètres. Athènes attendra le 19 mars 1945 pour être libérée une deuxième et dernière fois. Les Allemands, eux, voient leur opération Nordwind échouer le 25 janvier. Il faut savoir qu'à partir du 12 janvier 1945, l'armée rouge repasse aussi à l'offensive sur le front de l'Est. Et donc on a besoin de troupes blindées, on a besoin de troupes mécanisées qu'on va lentement ponctionner du front de l'Ouest pour être envoyées sur le front de l'Est. Et à partir du 25 janvier 1945, après une dernière tentative sur la Moder et des deux côtés de Haguenau, finalement l'armée allemande abandonne son offensive. Juste avant cela, Herlisheim et Kielstedt seront en effet le théâtre de combats meurtriers. De nombreux soldats américains perdront la vie dans ces ultimes assauts. Il faut dire que les Allemands sont persuadés qu'ils peuvent encore l'emporter. Je me souviendrai toujours d'un ancien jeune qui était dans une cave en janvier 1945 à Wingen-sur-Moder. Il était présent parmi des soldats des troupes d'élite de la 6e SS Gebirgsjäger Division Nord, donc des chasseurs alpins qui étaient dans la SS. Ils recevaient des informations officielles de leur état-major qui disaient qu'en janvier 1945, Paris avait été reprise par les Allemands et qu'ils étaient en train de pousser les Alliés en direction de l'océan. De fausses informations évidemment qui ne serviront à rien. 3 jours de commémoration sont prévus au musée de Walbourg les 8, 10 et 11 mai pour que 80 ans après, l'histoire de ce mois de janvier 1945 en Alsace du Nord s'installe dans la mémoire collective. Frédéric Naudufour, après la libération, on l'a vu, il va falloir attendre mars. Ce n'est pas la fin de la souffrance non plus. Ça n'est pas la fin de la souffrance. Alors, on peut saluer le travail qui est fait par le musée mémorial de Walbourg. Si les Barinois ne l'ont pas encore visité et les autres, c'est un très bon lieu à aller voir. Et en effet, les combats ne sont pas terminés. Et au-delà des combats, la guerre n'est pas terminée. Et le retour de tous ceux qui sont absents va prendre du temps, que ce soit le retour des déportés, des camps de concentration, le retour des incorporés de force. Rappelons que le dernier rentre en 1955, mais également tous ceux qui ne rentreront pas du tout, notamment la population juive.
Et regardez ces images en direct de Colmar où le défilé militaire vient tout juste de débuter. On va y retrouver Géraldine Dreyer. Géraldine, c'est un moment important qui va donc conclure cette cérémonie. Oui, alors moi je me retrouve rue des Clés où le défilé que vous avez vu partir de la place Rapp va passer. On est ici dans les rues piétonnes du centre-ville là, de Colmar, à 2 pas de la mairie. Les gens attendent, vous voyez, avec des petits drapeaux français, des petits drapeaux américains, parce que c'est important pour bon nombre d'entre eux d'être présents. Il y a ici un monsieur qui est là avec ses enfants. Bonjour monsieur, vous avez trouvé important de les amener pour voir ce défilé? Je pense que c'est effectivement important puisque c'est quand même ce qui fonde notre état actuel, d'être libre, français, et je pense que c'est important de transmettre déjà aux générations futures l'importance de commémorer ces générations. Vous avez raconté l'histoire à vos enfants, j'imagine? Oui, je crois qu'ils connaissent assez bien, en tout cas pour le plus grand d'entre eux. Et voilà, je pense. Très bien. Le défilé va pas tarder à arriver, vous allez pouvoir en profiter. Les avions, voilà, ça y est, les premiers avions de chasse. Vous les entendez, viennent de passer dans le ciel de Colmar. Voilà, le défilé donc est attendu ici par de nombreux colmariens. Il va passer sous les fenêtres de la mairie, ici rue des Clés, dans très peu de temps. Merci beaucoup Géraldine. Lieutenant-colonel Jean Bourcard, il y a donc un Mirage 2000, c'est ça qui vient de passer? Alors je n'ai pas vu les images, mais je crois que ce sont des avions qui viennent de la 3e escadre de chasse, je crois, de Nancy, mais sous réserve de confirmation, qui sera suivi en effet d'un autre avion qui lui est un avion de transport, le fameux A400M de l'armée de l'air et de l'espace, tenez son terme. Voilà, on voit ces troupes à pied qui défilent, ces troupes américaines. On l'a beaucoup dit dans cette émission, mais évidemment, c'est important de les voir défiler aujourd'hui. Oui, puis c'est justement ce lien avec cette fameuse division américaine, la fameuse 3e division américaine où se trouvait Audie Murphy, commandé par un général d'ailleurs qui avait le surnom de Iron Man, je crois, donc l'homme d'acier. Donc on voit bien un peu cet environnement, cette volonté de ne rien lâcher. Et aujourd'hui encore, cette division existe, a un lien, donc en venant avec l'armée française, un lien en venant à Colmar. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un de ces régiments, le 7e d'infanterie US, qui a participé aussi en 1944 à la libération et qui est représenté parmi les soldats américains que l'on voit défiler sous nos yeux. Merci beaucoup. Un mot de la fin, très rapide, Frédéric Naudufour peut-être Écoutez, on est très, très heureux que la libération de l'Alsace ait pu exister à travers les écrans, puis qu'elle ait mobilisé autant de populations, des milliers de personnes, c'est formidable. Jean Klinkert Moi, ce que je dirais, c'est que 10 ans après la libération, on était déjà dans la réconciliation et la coopération franco-allemande à travers des réunions des maires des 2 côtés du Rhin. Merci beaucoup, ce sera donc le mot de la fin. Les événements se poursuivent à Colmar. Vous retrouverez toutes ces images dans notre journal ce soir, ici 19h, présenté par Alexandra Bucur. Alexandra que l'on va retrouver pour le reste de l'actualité en Alsace. Moi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous remercie à tous les 3. Merci à notre réalisateur et aux équipes de France 3.